Voilà. Bonsoir, bonsoir. Vous pouvez applaudir Gaël Técher et Bernard Eisenschitz. Alors, vous l'avez vu, rétrospective Boris Barnett jusqu'au 14 mars. Avant de leur céder la parole, avant de dire quelques mots, les remerciements d'usage à nos mécènes et partenaires, le ministère de la Culture, le CNC, Chanel, Netflix et la Fondation Gann pour le cinéma. Alors ce soir, je voudrais ajouter un remerciement tout particulier aux éditions de l'Œil, à Gaël Técher, parce qu'avant de parler de Bernard et de son livre, qui vient de paraître aux éditions de l'Œil, je voudrais saluer le travail de cette valeureuse maison d'édition qui publie des livres, je ne sais pas comment les qualifier, uniques, ou en tout cas que les autres ne veulent pas publier. Et en tout cas, donc voilà, c'est les éditions de l'Œil qui s'en occupent. Et cet ouvrage, alors généralement d'un ouvrage, quand on veut en dire du bien, on dit qu'il est richement illustré. Celui-ci, c'est plus que ça. Je pense qu'ils ont mené une véritable campagne photographique. Si bien qu'avec ce livre, l'écrit, l'image, la rétrospective bien sûr, on peut espérer une chose, c'est que Boris Barnett ne sera plus jamais ni vu ni connu. Boris Barnett, c'est un cinéaste dont certaines connaissent quelques titres. On a tous vu certains films de Boris Barnett, par exemple celui de ce soir, Au bord de la mer Bleue, où au moins on connaît le titre, La jeune fille au carton à chapeau, peut-être Ukraina, peut-être Le lutteur et le clown. Mais c'est évidemment une œuvre à redécouvrir dans toutes ses dimensions. Je ne vais pas ici vous présenter Boris Barnett, je vais laisser Bernard, alors je vais dire quand même quelques mots. Boris Barnett, ça ne parlera pas à Bernard, mais disons pour le résumé d'un mot, on pourrait dire c'est le Jean Vigo soviétique, ça c'est le genre de raccourci qui l'énerve, mais ça a au moins le mérite d'être clair. Disons que on pourrait dire que c'est un auteur à l'œuvre tragicomique, on pourrait dire aussi que c'est une œuvre élémentaire, mais disons élémentaire au sens des 4 éléments. Au sens de Bachelard, c'est une œuvre atmosphérique, parfois en apesanteur, c'est une œuvre cosmique, bref, c'est une œuvre qui devrait vous plaire. Encore une fois, avant de lui céder la parole, je voudrais dire un mot quand même de Bernard Eisenschitz et du livre. Je pense que pour Bernard, même si c'est un aboutissement provisoire, c'est un aboutissement. L'aboutissement du rapport qu'il entretient avec le cinéma russe et soviétique. Je pense et je repense à la rétrospective, au livre qui avait, il y a 20 ans, au centre Georges Pompidou, qui s'appelait Gel et dégel. Je pense aux rétrospectives consacrées au cinéma soviétique qu'il a mené ici à la Cinémathèque française, et la dernière en date avec Irène Bono. Bref, j'ai le sentiment que quand même, avec ce livre-là, il boucle une boucle qu'il a ouverte il y a longtemps. Et puis alors, en lisant le livre, moi j'en suis à la période de la guerre, là dans ce livre, je me suis dit que j'allais faire la liste de ce qu'il fallait pour réussir un livre à la Bernard Eisenschitz. Alors, vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai noté quelques-uns des ingrédients. Tiens bon, ça va pas durer longtemps. Alors d'abord, il faut être polyglotte. Il faut aussi connaître l'histoire du cinéma comme sa poche. Et plus particulièrement ici, connaître l'histoire du cinéma russe et soviétique de fond en comble. Il faut aussi savoir croiser toutes les sources, même les plus inattendues, même les moins connues. Il faut aussi avoir l'idée, bien évidemment, de fréquenter les archives, et en particulier les archives du Gosse Filmophon depuis longtemps. Il faut avoir eu l'idée de rencontrer et d'enregistrer, en particulier dans les années 90, les derniers témoins et acteurs de Boris Barnett. Et puis, bien sûr, il faut savoir écrire d'une façon qui rende explicites les sous-entendus, qu'ils soient politiques ou cinématographiques, une écriture qui dise les non-dits, et une écriture qui rende quelque chose de la complexité, évidemment, d'une vie, mais d'une vie dans une période et dans des époques, évidemment, elles-mêmes complexes, et puis aussi, il faut avoir le sens de l'humour. Bref,
Ce n'est pas la liste exacte de tous les ingrédients, mais voilà la recette pour faire un livre à la Bernard Eisenschitz. Avis aux amateurs. Voilà, Bernard. Bernard, tu nous dis, ou Gaël, d'abord, celui qui veut, quelques mots peut-être sur Boris Barnett et sur le film de ce soir, Au bord de la mer bleue. Barnett, à ce moment-là, alors, 32 quelques ans. mots, mais d'abord les quelques mots ici à la Cinémathèque, on passe toujours pas mal de temps aux remerciements. Ça va, mon pauvre? Oui. Remerciements, bon, je veux dire que c'est quand même un livre à 6 mains, parce qu'on parlait, mais je n'ai pas retrouvé le film de Philippe Garrel où son père lui demande pourquoi maintenant il a un scénariste, et il répond, eh bien lui il écrit les mots et moi je fais les images. Alors dans ce cas c'est l'inverse, moi j'ai écrit les mots et Gaël et Sophie Doléan, qui est quelque part par là, qui lève la main, et Sophie Doléan ont fait les images. Gaël a capturé les écrans et Sophie en a fait un discours qui est un discours parallèle ou qui s'entrecroise avec le discours écrit. Donc le livre leur appartient pas mal autant qu'à moi. Bon, ça c'est la première chose qui n'est pas... Bon, que vous verrez quand vous verrez le livre, vous comprendrez mieux. L'autre histoire, bon, c'est que c'est une histoire, l'histoire de Barnett, qui est un éternel va-et-vient avec on le connaît, on parle de lui, on revoit des films sortent, des DVD sortent, etc. Et puis on l'oublie de nouveau, et ça recommence, etc. Bon, j'espère que là, on est dans le creux de la vague et qu'on va remonter. Mais l'histoire de Barnett, c'est fondamentalement une histoire liée à la Cinémathèque française, pas celle-ci, mais bien avant celle-ci. Barnett, c'est un film, celui-ci, qui était montré par un secrétaire général programmateur excentrique qui ne croyait rien de ce qu'il lisait, d'ailleurs qu'il ne lisait pas beaucoup, sauf les quelques historiens qui respectaient, et qui se trouvait avec des films qu'il regardait et qu'il trouvait magnifiques, et il mettait dans son programme René Hauté toutes les semaines, il mettait en boucle tous les 6 mois. Il faut aussi dire qu'il n'avait pas tellement de copies parce qu'il était brouillé avec les autres cinémathèques et que pas mal des copies étaient, comme disait Cournot, il avait peur du noir, donc il n'entrait pas dans les blocos. Mais il passait tous les 6 mois certains films sublimes, mais dont on ne savait rien. On voyait le titre dans le programme. Et petit à petit, quelqu'un disait « Ah oui, tu devrais voir, c'est bien ». Enfin, c'est vraiment en sortant de la rue d'Ulm. Et on y allait la fois suivante et on découvrait des choses absolument magnifiques. Bon, là, pour l'instant, je pense à The Italian, un film de Thomas Ince, qui a été essentiel pour Coppola quand il a fait Le Parrain 2. Mais il y en a plein d'autres, y compris d'ailleurs des films français, qui aujourd'hui sont des grands classiques. Bon, et celui-ci... Il y avait évidemment des classiques soviétiques, il y avait beaucoup de Pudovkin, il y avait les cinéastes soviétiques qui connaissaient l'anglois et qui lui apportaient de ses copies, donc il y avait du bon, du moins bon. Et Barnett, où est-ce qu'il l'avait trouvé? Le film n'était pas dans les rétrospectives du grand chercheur, du grand découvreur de cinéma soviétique, qui était Jacques Ledoux à Bruxelles. Donc, 2 ans plus tard, le film apparaît dans les programmes de la Cinémathèque et il reste de manière assez régulière. Tu dis le film, c'est celui-là. Hein. Le film, c'est celui-là, moins les sous-titres. Le film reste sans traduction et passe 2 fois par an, ou 1 fois, 2 fois par an, sans traduction. On ne comprenait rien à l'histoire. C'est pas très très difficile, mais quand même. Et, alors pour les films américains, ça allait, pour les films allemands, ça dépendait des spectateurs, etc. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on a découvert ce film, dont on ne savait absolument rien, qui n'était pas dans le Sadoul. Barnett était dans le Sadoul pour, je crois, ses premiers films, et Ukraina, qui sont des films magnifiques aussi. Hein. Vous dites c'est le plus beau Barnett, c'est peut-être le plus beau Barnett, mais c'est un des plus beaux Barnett. Il y en a pas mal au même qui valent celui-là, à mon avis. Bon. Et donc cette histoire a suivi, et quelques années plus tard, j'ai voulu en savoir plus. Donc,
quand j'ai eu l'occasion d'aller à Moscou pour préparer un travail des cahiers du cinéma sur Eisenstein et sur la Russie des années 20, etc., j'ai commencé à... D'abord, j'ai rencontré l'un des dédicataires du livre, Naum Kleiman, qui m'a guidé assez sûrement dans la mémoire du cinéma soviétique et dans ce que je pouvais découvrir, ce que je pouvais apprendre là-dessus. C'est pas allé très très loin, c'était un mois en juillet 69, mais j'ai continué. Bon, si on cherche, comme tu dis, les raisons, on peut toujours trouver, même sans bouger, même avant Internet, même avant l'ordinateur, en restant chez soi, déjà on peut chercher, trouver, avoir des idées, etc. Même avant, et peut-être surtout avant, la possibilité de voir des reproductions des films chez soi. C'était pas mal. Donc ça a commencé comme ça s'est développé en 92 avec la première rétrospective. Alors ça, là, je commence à raconter les choses que vous trouverez dans le livre, donc je vais m'arrêter. C'est au tout début, voilà, c'est au tout début du livre, mais vous ne pouvez pas le feuilleter parce qu'il est sous. Donc vous devez l'acheter. Voilà, bon, alors en 34-36, pourquoi c'est un des films les plus beaux films de Barnett, celui-ci et Okraïna. La période 32, 35, 36 est un de ces moments qui font partie des moments de liberté relative de l'Union soviétique. L'histoire de l'Union soviétique n'a jamais été aussi linéaire qu'on se l'imagine en lisant un résumé, etc. Le stalinisme, effectivement, à partir des années 20 jusqu'aux années 50, mais il y a ceci et cela, ce qui faisait quand même une grosse différence pour les habitants et pour la culture. Donc à partir de 1932, il y a une certaine liberté qui ne durera pas, mais la possibilité de proposer autre chose, encourager d'ailleurs, encourager au sommet, jusqu'à 35, jusqu'à 34, 35, pour des raisons qui sont trop longues à expliquer, mais qui sont totalement dans le livre. Bien sûr, il y a tout dans le livre. Alors, les films se font plus lentement qu'en Occident. Et donc Barnett, qui vient de faire un film pacifiste, disons, Okraïna, considéré comme un film, comme une épopée révolutionnaire, mais en fait qui est un film sur une petite ville dans la guerre de 14-18, la guerre vue depuis une petite ville et au front, et qui est un film beaucoup plus complexe que celui-ci, mais enfin bon, Françoise Lebrun va le présenter mieux que moi. Et donc il a une sorte de carte blanche dans son studio, qui est le dernier studio ne dépendant pas directement du sommet de l'État. C'est un studio qui était encore un studio privé après la Révolution. Maintenant, il est plus privé, mais il garde une certaine liberté, un certain professionnalisme qui n'est pas le même que dans les autres, et ainsi de suite. Donc, il est récompensé pour le succès d'Okraïna par un voyage en Occident. Donc, il vient en Occident, il vient en France, en fait. Il passe un été en France, à Pornichet, et il a le choix de plusieurs films, et il choisit un film, il ne choisit pas une épopée révolutionnaire, il laisse annoncer une épopée révolutionnaire, et finalement, il se trouve avec un scénario d'un poète, de quelqu'un d'un groupe, du dernier groupe poétique d'avant-garde soviétique dans les années 30, qui s'appelle Oberlin, dont la plupart des membres ont été massacrés, et un des membres, donc, qui s'appelle Clementi Mintz, et s'entend avec lui, et il commence à travailler. Mintz a été envoyé en Azerbaïdjan pour étudier le pays, pour étudier les possibilités de faire du cinéma. Il y a un studio, mais il n'y a pas de production de films de fiction. Là, il serait question de faire le premier film azéri sonore avec le studio, avec Azerfilm. Et donc Mintz a pas mal travaillé sur place, il a rencontré les gens, il a trouvé des sortes de modèles pour ces deux héros.
c'est une histoire de triangle, une histoire toute bête racontée dans les programmes hebdomadaires. C'est vraiment l'histoire, c'est rien du tout. Et ils commencent à écrire ça et ils partent pour l'Azerbaïdjan tourner les extérieurs du film. Et là-dessus, Barnett est très connu comme un réalisateur qui ne tourne jamais le scénario. On va s'arrêter peut-être bientôt. Il est connu pour ne pas respecter les scénarios. Donc, soit il tombe sur des scénaristes bienveillants qui trouvent que c'est une très bonne idée. C'est le cas de Mintz, mais qui va avec lui sur place et qui aide, qui réécrit, qui invente des choses. Et le film est fait de 100 petites inventions qui jouent avec les comédiens, les lieux. Les lieux, c'est donc le bord de mer près de Bakou, qui est une côte sauvage qu'il faut manipuler aussi. Il faut organiser les lieux, construire des décors. Il faut tourner. Alors il a un opérateur qui est un génie de l'optique, qui tourne. C'est évidemment l'opérateur qui va tourner le plan le plus célèbre du film, que vous avez vu dans 3 ou 4 films de Godard, dans les histoires du cinéma certainement, mais il travaille avec des objectifs à très longue focale, à 360, des choses comme ça, qui ne servent que pour des documentaires ou des films scientifiques. Et c'est là que vous allez voir les images de mouettes, de soleil levant, etc. Pour voir ces images, il faut se lever à 4 heures du matin et aller patauger dans l'eau. Donc toute l'histoire de ce tournage est une histoire de bousculade, aller tourner le lever du soleil en arrivant toujours trop tard, donc retourner 5 fois de suite au même endroit, se faire mordre par des serpents non venimeux mais qui ont quand même des dents en pataugeant dans l'eau. Et l'idée, c'est d'attendre une tempête, et la tempête n'arrive pas. Et au moment où ils vont renoncer, la tempête arrive, mais elle est terrible. Le décor est balayé, l'héroïne Elena Kuzmina est presque noyée, et finalement, une grande partie sera tournée en studio. Tout ça, ça nous mène, c'est assez long comme les tournages soviétiques étaient longs tant qu'ils étaient soviétiques, maintenant qu'ils sont russes, ils sont également longs. Mais donc le film est tourné entre, je crois, le printemps 35 et la fin 35. Septembre. Hein? Avril, septembre 1935. Et le film est terminé en 1936. Donc on a commencé, le film a été commencé en 1934, au moment où l'assassinat de Kirov, le représentant de l'État soviétique à Leningrad, a été assassiné. Ce qui a donné le déclenchement d'une terreur qui va durer jusqu'à 37-38. Et entre-temps, il y a eu des congrès, des congrès des écrivains, des cinéastes, etc., auxquels on n'attache plus d'importance. Je pense qu'ils n'ont eu, il y a eu des déclarations qui sont données comme un signal, un frein à toute la création, mais en fait, l'application a mis quelque temps à arriver. Et en 1936, en revanche, Staline va voir un opéra de Shostakovich, il sort au 2e acte, et le lendemain, la Pravda publie un éditorial qui s'appelle Chaos, C-H-A-O-S, au lieu de musique. Et là, c'est la fin et la dénonciation de tous les formalismes. Alors, le formalisme, ça veut tout dire, comme le réalisme socialiste, d'ailleurs, ça veut dire absolument ce qu'on veut en faire, ça veut simplement dire toute forme de recherche. Donc, début 1936, ça y est, là, c'est terminé. Donc, le film sort en avril-mai. Tu as vérifié ? Oui. Et le film sort en avril-mai, et il est retiré, il est applaudi par les collègues de Barnett, qui ont toujours beaucoup aimé ce film. Mais la presse
qui est désormais une presse aux ordres, la presse dénonce le film, pas tellement Barnett que son scénariste, et le film est retiré de la distribution après quelques semaines, quelques semaines plutôt que quelques mois, et c'est le signal, le studio est dissous du jour au lendemain. Les gens qui travaillent dans ce studio, les Jarpon, sont soit dirigés vers d'autres studios, soit sans travail. Donc là, c'est le début d'une période très sombre qui va durer jusque vers 38-39, ou probablement jusqu'à l'invasion allemande. Donc le film disparaît, et la curiosité, évidemment, donc il n'est pas proposé. Quand un film est interdit, personne ne regarde faut-il l'autoriser ou non, sauf si on demande. Et pour une raison X ou Y, alors il ne figure pas dans la rétrospective Histoire du cinéma soviétique, jusqu'à ce que Langlois, pour quelle raison Langlois plutôt que Ledoux voit le film, et désormais, bon, là on est arrivé, c'est là qu'on est arrivé. Alors que ce film a été pour les étudiants de cinéma, et en particulier pour Ottavio Celiani, mais pour toute la génération du dégel de la fin des années 50, début des années 60, c'est un film qu'ils ont vu, eux, à l'école de cinéma, Moscou, et qui a été extrêmement important pour eux. Ottavio Celiani, bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, aussi bien des réalisateurs de l'Orient, je pense à un réalisateur ouzbek, je pense à Boris Roumin, qui a travaillé, qui est allé aux États-Unis, je pense à Alexandre Mita, qui est encore en vie, qui doit avoir 95 ans, qui a fait des choses pas mal à l'époque des gels des années 60. Donc c'est quelqu'un, c'est à partir de ce film essentiellement, tout simplement parce qu'il échappe totalement à l'idée de faire la leçon, à l'idée de il faut que l'idéologie soit claire, que la leçon soit claire. Alors un mot pour terminer, un mot sur le titre. On va terminer par le début. Le titre Au bord de la mer Bleue est le deuxième vers d'une fable en vers de Pouchkine, qui est l'histoire du pêcheur et du petit poisson. Donc, et le titre a été donné avant que le sujet ait été trouvé. Et la raison du titre, que vous allez peut-être voir, la raison du titre, c'est d'installer immédiatement le récit dans une atmosphère de conte de fées. Je crois que c'est ça l'explication du titre. Le reste, vous allez le voir, les choix d'acteurs, etc., sont sans doute des choses dont on parlera samedi ou un autre jour, ou pas du tout. Voilà, je voulais également signaler, puisque tu étais assez généreux pour celui-là, je vous signale, il est possible que vous le trouviez à la librairie, je crois, la revue Outskirts, qui a fait son premier... Les libraires confirment. Les libraires confirment que cette revue a fait un excellent ensemble sur Barnett, c'est un ensemble collectif. C'est une revue polyglotte, comment disait-on la campagne contre le... international, mais en mauvais. Donc c'est une revue internationale, il n'y a pas de lieu de publication, il n'y a pas de prix, mais vous allez la trouver quand même. Et l'ensemble sur Barnett est très très bien. C'est un moment, j'étais en train de reprendre le texte pour terminer le livre, et ça m'a beaucoup remonté le moral de voir qu'il y avait des gens pour écrire des choses là-dessus. Il y a des Français aussi, il y a un entretien avec Pierre Léon, il y a une note de Pascal Baudet, mais il y a aussi des Italiens, des Russes, des Espagnols, je crois que maintenant. Voilà, donc je vous signale ceci, si vous voulez quelque chose de plus léger que le 1,3 kg. À mon avis, vous devriez avoir les deux. Dernière précision, Outskirts, la revue est nommée d'après le titre international de Okraïna. Okraïna, ça veut dire faubourg, c'est-à-dire outskirts. Voilà. Bravo. Le numéro 2
existe également, je ne sais pas s'il est aussi là, mais en tout cas, je vais essayer de faire un tout petit peu plus court que toi. Non, alors d'abord, je voudrais faire comme toi, Bernard, c'est-à-dire quelques remerciements à des gens, à des institutions sans qui ce livre n'existerait pas, parce qu'il faut évidemment un auteur génial sur un cinéaste génial, mais il faut aussi un peu autre chose. Il y a une aide du CNC, il y a une aide du CNL, et il y a 3 cinémathèques qui nous ont grandement aidés, la cinémathèque de Lausanne, la cinémathèque suisse, la cinémathèque de Toulouse et la cinémathèque française, en particulier sur un truc particulier, sur la répétition, qui est un déjeuner tous les 3, Jean-François, Roger, toi et moi. Qu'est-ce que tu prépares? On est sur le baromètre de Bernard. Ah bon, ben prévenez-nous quand vous aurez fini, on fera la rétro à ce moment-là. C'est rare, gardez ça. Voilà, merci. La deuxième chose, c'est toi, garde bien la liste de comment faire un livre à la Bernard Eisenschitz, parce que j'ai ouï dire qu'on préparait un livre ensemble. Donc, voilà. Applique la liste. Et puis surtout, Bernard, il y a 2 ans de mémoire, ou 3, je ne sais plus, nous préparions ensemble un premier livre sur Douglas Sirk, et nous dînions un soir chez des amis en Suisse, où on était pour chercher des photos, et la maîtresse de maison nous a servi en dessert un truc qui est très difficile à trouver ici, qui s'appelle la double crème. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est... moi qui n'aime pas le sucre, je peux en manger toute la journée, sauf qu'on n'en trouve pas ici. Et ben Boris Barnett et Bernard Eisenschitz, c'est exactement la double crème. Voilà. Merci. Non,